Voilà, moi ce que j'aurais voulu vous faire écouter, qu'on écoutera à l'occasion, c'est le groupe Baobab, qui est un groupe sénégalais qui s'appelait avant les Ambassadeurs, et qui était un des premiers groupes de jazz avec les Éthiopiens pour le jazz africain et la musique africaine. Le groupe Baobab qui chantait notamment On verra bien demain. Alors demain, on ne sait pas trop de ce qu'il est fait. En tous les cas, ça nous fait un peu peur par rapport aux décisions. Par rapport, certains disaient chaque fois que le président passe à la télé, c'est un cauchemar. Il nous raconte, il nous fait le conte sur la situation. Et certains ont dit, ça me paraît être les contes de Dracula parce que tout ça nous fait un peu peur, tout ça est un peu inquiétant. Bref, est-ce qu'on peut faire confiance en tout ça? Il y en a plein qui disent non. Il y a Asselineau qui, alors lui, a carrément dit que ce type était sadique. François Asselineau quand même, hein, le mec de l'UPR, c'est pas moi. Il dit que c'était assez sadique parce que il y a plein de sous-entendus et il nous a lâché un peu la laisse ou la bride de 20 km. Mais on sent toujours effectivement la menace et l'épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, autrement dit, soyez sages, etc. Les chiffres, par contre, les comptes donnés par le locataire de l'Élysée ne correspondent pas du tout aux chiffres du groupe Sentinelle. Par exemple, c'est 1000 médecins qui donnent des chiffres, ni sur la courbe qui est en chute libre bien avant le confinement et bien avant l'état de siège, pas loin l'état de siège, mais disons le couvre-feu. On se croirait sur l'occupation parce qu'on est le seul pays qui est encore devant avoir, même après le pseudo-déconfinement, des attestations. C'est l'occupation ou quoi? Il y a la Gestapo quelque part, il y a des drones. C'est vrai qu'on est en situation de guerre, mais quand la guerre, entre parenthèses, est faite contre sa population, il y a de quoi effectivement rester très très mobilisé et de garder les écoutilles bien ouvertes, et il faut aussi ne pas se laisser trop matraquer parce que le bombardement massif, qui est une espèce d'arme de désintoxication ou d'intoxication ou de désinformation massive, disent certains, le bombardement médiatique est fait pour qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. En fait, on est sonné comme un peu de chimbol, on s'en prend plein la tête, on n'a pas le temps de raisonner, on retient que la peur et la flippasse, et donc la peur bleue et l'ambiance toxique qui est installée par tous ceux qui ont intérêt à nous maintenir en place, finalement, à nous soumettre un peu, agenouiller, comme disait le philosophe, son nom ne me revient pas, bref, qui disait tout ça, c'est une tentative de soumission généralisée de la moitié du monde, tout ça. Et c'est un peu le cas. Donc, la télévision un peu nous endort, effectivement. On a l'impression d'être dans une fumerie d'opium, bien sonnée, les paroles rassurantes et angoissantes aussi de la présidence. Fumerie d'opium pour nous endormir, mais pendant ce temps-là, les décisions sont prises de façon franche ou sous couvert ou dans des officines politiciennes ou financières. Pour notre plaisir, c'est pour notre bien-être. Je précise, c'est pour notre bien-être avant tout. Soyons heureux, effectivement, c'est pour notre bien-être. Encore heureusement, bien quand on voit l'état du pays, l'état des enfants et du moral des gens, on parle qu'il y a une enquête en Angleterre que si le Covid a fait plus de 30 000 morts ou 40 000 en Angleterre, les suicides et les dépressions et tout ce qui va s'en suivre, les gens qui n'ont pas pu en opération, et donc dénoncer être soignés très tôt pour les cancers, etc., eh bien au total ça fera 200 000 morts. Voilà. Avec une économie complètement par terre. On apprend aussi maintenant, puisque les infirmières commencent à parler, que dans les EHPAD, on leur a donné du Rivotril. Le Rivotril, pour les terminer plus vite. C'est une euthanasie masquée, quelque part. Hein. Euthanasie masquée. Rivotril, c'est l'anagramme de vitriol. Voilà. Alors le vitriol, c'est un peu comme l'économie, elle semble vitriolisée ou voilà, en état de mort cérébrale, notre commerce, sauf les gros, hein, Amazon et les grosses surfaces où là on peut y aller, il n'y a pas de problème de distanciation sociale, etc. Tout va bien dans les grandes surfaces, dans les transports aussi. Le petit commerce, non, c'est grave, ça peut tomber, etc. C'est très grave, c'est de la contamination et tout. Tout ça est contraire aux données scientifiques des gens qui ne sont pas liés à différents pouvoirs pharmaceutique. Donc, une espèce d'euthanasie, disent certains, c'est pas moi, hein, une espèce d'euthanasie de la vie sociale. Distanciation, c'est dégage, je vais me contaminer, tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde, à l'époque, on avait peur, c'est un bronzé, oh là, méfie-toi, c'est forcément un terroriste, c'est un voleur, etc. Et là, une distanciation, au-delà de cette distanciation qui fait que les médias nous ont dit que lui, il a une mine patibulaire, la recule-toi de lui. Aujourd'hui, c'est tout le monde, blanc, noir, jaune, vert, distanciation sociale.
casser le lien social et donc la discussion sociale, le lien social pour éviter l'union et travailler dans la division et dans la peur de l'autre plus que jamais. C'est ce que j'entends ça et là, effectivement, je comprends que tout le monde ait peur de tout le monde. Et puis, c'est aussi cette ritournelle angoissante de la maladie et de la mort un peu partout. Encore une fois, des chiffres sérieux montrent que tout ça est en chute libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger, évidemment, mais tout ça est en chute libre. Alors on pourra un petit peu faire jouette à 20 km, on aura 3 petites heures de liberté, hein. Un empire carcéral, notre espace carcéral s'allonge un peu mais on ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin puisque déjà il nous a parlé de troisième vague, si vous n'êtes pas sage, reconfinement les mecs, etc. Ça va tomber vers février-mars, tout en laissant crever la restauration, les cafés, etc. Des centaines de milliers de personnes qui vivent des cas dramatiques sur le plan familial, économique, psychique, psychologique. De véritables drames qui ne sont jamais rapportés évidemment par les médias mainstream qui ne sont là que pour nous raconter des histoires à dormir debout, des histoires de Toto, etc. Mary Poppins, le Père Noël, Disneyland, Bambi et tout ça, Dumbo. Alors vraiment, on ne prend vraiment jamais, je me suis senti aussi infantilisé que ça, à l'instar de tous les Français. Bref, ça risque de continuer beaucoup. Alors il y a Célineau qui rappelle effectivement aux gens à rester vigilants, à rester debout, à rester vaillants surtout, tout comme d'ailleurs Monsieur Philippot. Alors c'est pas le moment des divisions, moi j'aimerais que tout ce beau monde là, qui a des idées, qui sont debout, qui me semblent vraiment des enfants du gaullisme, des enfants de la France, des patriotes, se réunissent. Il serait temps de se réunir parce que ce sont les seuls, visiblement, à part les réseaux sociaux, vous et plein d'autres, qui restaient très très vigilants là-dessus, qui avaient un œil finalement sur tout. Et ces deux hommes, il faut les rejoindre, mais il faut qu'ils s'unissent avec les autres bonnes volontés. Les hommes de bonne volonté, comme disait Romain Rolland, l'œuvre de Romain Rolland. Les hommes de bonne volonté, mais plus que jamais, il faut être des hommes de bonne volonté, comme l'équipe du CHU de Marseille, avec le professeur Raoult, s'il vous plaît, qui sont debout. Aujourd'hui, le CHU semble être, modestement, être leur dernier lieu, la résidence de la résistance. C'est un peu notre Vercors à nous, là-bas, Marseille, et d'autres, évidemment, d'autres professeurs qui se mettent debout, femmes et hommes courageux, comme Madame Vonner aussi, Monsieur Toussaint aussi, enfin des gens vraiment debout dans ce siècle-là, et qui n'ont pas peur de la menace et de l'intox et de la diabolisation et des accusations, on peut le dire quand même, dégueulasses de charlatanisme. Les charlatans, c'est Gilead qui a su vendre pour plus d'1 milliard à la Communauté européenne du Remdesivir qui ne sert absolument à rien. Au contraire, c'est un néphrotoxique, ça vous dézingue les reins, les mecs. Ils ont su le vendre. L'OMS qui pourtant a dit méfiez-vous, c'est pas bon, etc. On le savait, il a été inutile pour le sida, contre l'Ebola, etc. On vient peut-être nous donner des croquettes pour chat ou carrément de la morra, mais mangez, c'est bon, mangez les yeux fermés comme vous avalez tout ce qu'on vous sert tous les jours sur la machine médiatique, la machine à endormir. Bref, tout ça nous fait un peu flipper. Donc notre Vercors à nous, tous, le Vercors, c'est le haut lieu de la résistance en Haute-Savoie, hein, je vous le rappelle d'ailleurs à cet égard. L'abbé Pierre et Roger Garaudy étaient côte à côte dans ce Vercors glacé qui ont fait la résistance absolument hallucinante, une résistance inouïe face à l'ennemi. Alors c'est un peu notre Vercors à nous, soyons un peu des abbés Pierre, des Roger Garaudy et plein d'autres qui restent debout. Il y avait une citation au sujet de l'amour-propre de Madame... cette dame politique qui était la conseillère un peu de Giscard, c'est pas une référence, hein, Giscard, enfin, passez-moi l'expression, etc., qui disait au sujet de Macron des choses terribles, hein, la citation ne me revient pas, mais elle disait cet homme n'a aucun amour propre, c'est un type qui va exploser la France, la démonter, la mettre par terre. Elle disait ça en 2017, c'est pas aujourd'hui. Alors maintenant, elle doit être effectivement, elle doit être absolument catastrophée, cette femme dont je cherche le nom. Elle avait un beau chignon un peu, elle était habillée un petit peu, elle ressemblait un petit peu à Simone Veil, mais beaucoup plus mince, etc. Assez retirée aussi, qui a eu ses heures, parce qu'elle était aussi la conseillère de Sarkozy. Voilà. Et donc, elle avait dit des choses très intéressantes sur Macron en 2017, très juste, tout comme d'ailleurs ce psychanalyste italien que je vous invite à
retrouvé sur Internet, qui avait fait une analyse comme ça à distance de Macron. Il avait fait un portrait mais délirant d'une justesse et d'une prémonition sur ce qu'était Macron. Alors c'était pas à son avantage, hein, Macron, mais c'était assez juste. C'était assez juste. Je préfère quelqu'un qui me dise mes cas de vérité que quelqu'un qui me flatte, etc. Et qui me flagorne. Lui, c'était clair, au moins pour ce psychanalyste italien dont vous pouvez retrouver la vidéo. Je vous la mettrai peut-être en lien avec le nom de cette citation de cette femme politique qui était une gaulliste, etc. Une femme qui aimait la France, qui aimait une forme de liberté, etc. Qui nous fait honneur. Bref, dans cette situation un peu de flippasse générale et d'inquiétude où de plus en plus ces gens se disent mais ce vaccin c'est quoi? C'est un bazooka? C'est quoi? C'est une arme de guérison massive ou c'est une arme de destruction massive ou de contrôle massif, parce qu'on parle de passeport sanitaire maintenant. Si tu bouges, attention, passeport par-ci, l'avion, les pays, le voyage, peut-être même demain dans vos activités privées, ou vous avez un passeport, etc. Donc ça devient ce contrôle absolu avec vos données qui seront un peu partout, sur vos données de santé, etc. Ça augure d'une société où ce seront les robots, où ce seront la science qui va diriger tout ça. Quand le président dit « nous parlons effectivement que sous couvert de la science ». Ah bon? Mais quelle science? La science-fiction? Non, non. La France ne veut pas être gouvernée par la science-fiction. La France, elle veut se contenter de ce qu'elle a aujourd'hui. Elle ne veut pas de science-fiction, elle ne veut pas d'une vue futuriste où l'humain disparaîtrait. Non, on veut que l'humain reste au centre de notre société et ce progrès à reculons, cette marche forcée vers l'inconnu, j'avoue que personnellement, j'en ai pas trop envie, hein, et puis je suis pas du genre à être froussard, mais quand même, là, quand ça devient comme ça, c'est un peu étonnant. Alors c'est vrai que l'intoxication à venir, mais actuelle aussi, celle du lavage de cerveau et du bourrage de crâne, parce que la machine médiatique vous lave le cerveau pour mieux le remplir après de ce qu'elle veut finalement. Elle nous envoie des fake news, des intox systématiques dont elle ne se repent jamais, comme les hommes politiques, hein. Macron a fait un discours délirant sur le nombre de victimes, sur grâce à nous, grâce à vous, grâce à moi, surtout sans moi, je suis le sauveur du monde, un peu c'est Superman, hein, le type. Et c'est l'équipe, c'est la Dream Team, hein, son équipe là. Donc tout ça, voilà, on a envie de dire non, attendez, faut pas pousser mes mères dans les orties, comme on dit, ne prenez pas effectivement, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards boiteux. On réfléchit un petit peu quand même. Donc, de cette société-là, on n'en veut pas finalement, non. On veut que l'économie se redresse, on veut que le vivre ensemble existe, on veut sauver notre French way of life. La façon de vivre à la française nous plaît très très bien, avec nos contradictions, nos arrogances, nos rivalités, et pas de séparatisme, surtout parce que la loi du séparatisme, on n'en veut pas. On a compris, c'est une technique pour nous faire détourner les yeux des vrais problèmes et dire ah, lui est dangereux, lui etc. Lui il veut se séparer de nous. Non, personne ne veut se séparer de personne. On veut rester dans l'hexagone tranquille, main dans la main, dans l'hexagone comme ça, main dans la main. Et même si on reste divisé sur des sujets de société, c'est pas bien grave. On peut commencer à continuer à discuter sur le voile si ça peut faire du bien, sur le burkini, le halal, pas halal, si ça peut amuser la galerie. Pourquoi pas? Eh bien, on va se contenter de cette société-là, de ces contradictions, de ces oppositions, mais on ne veut pas d'une société formatée où nous serions pucés, tac, dans la main. On dit que ce serait dans la main le truc pour être vu si tu as été vacciné ou pas, c'est affolant. Et toutes les institutions, Pfizer et tout ça, sont au garde à vous. Ils sont à nos frontières, ils sont à nos portes, ils sont derrière la porte, prêts effectivement à nous lancer leurs picousses, etc., à nous rebalancer leurs picousses sous forme de bazooka. Donc tout ça, voilà, ça va, on n'en veut pas trop. Alors vous avez été comme moi aussi révulsé sur la violence avec laquelle les migrants ont été frappés. C'est inouï cette violence-là à la face du monde. Hein. J'avais lu que nous sommes le pays des droits de l'homme. Non, on dit certains. Le pays de la déclaration, c'est pas le même. Pas de l'application des droits de l'homme. Ouais. Et donc, quand on a vu cette violence-là, elle a deux objectifs. C'est de draguer l'extrême droite, il faut dire, vous savez, on ne pactise pas avec l'immigration, etc., sauvage, et on va faire ce qu'il faut. Alors que Soros, qui gère de faire venir ces immigrants et ensuite de payer la presse qui les dénonce, Soros est un type redoutable, c'est un diable qui joue les deux côtés. Bref, ce mec rentre, les frontières ne sont pas surveillées, ils viennent comme ils peuvent, les mecs, parce que leur pays est dévasté, je ne vais pas vous faire la leçon de géopolitique. Et alors, on a fait une démonstration de violence inouïe en plein hiver, etc., les tentes jetées, etc.
Pourtant, on se targue de ci, on se targue de ça. Enfin, la majorité actuelle, qui est de moins en moins légitime, se targuer des efforts, de la grandeur, de l'ouverture. Bon, vous savez ce qu'on a envie de lui dire. Et alors ça a deux objectifs. Ça veut dire aussi attention à ceux qui ne sont pas contents. Regardez notre force de réaction et de frappe. Ça veut dire au rassemblement à venir, parce qu'ils vont venir. Vous avez vu ce qu'on a fait aux Gilets jaunes? Vous avez vu ce qu'on a fait aux migrants? Eh bien maintenant, on ne fait pas de différence. On tape dans le tas. Grosso modo, hein, moi, j'essaie d'un peu d'interpréter, avec une possibilité d'erreur de 80% hein, dans ce que je dis. Mais tout ça est assez... voilà, c'est une démonstration de puissance et de force. Et Darmanin, effectivement, avec sa loi de sécurité ou d'insécurité globale, en interdisant même aux journalistes de travailler, interdiction aux journalistes de filmer la police. La police... on nous dit souvent à nous, mais pourquoi vous avez peur des caméras si vous n'avez rien à vous reprocher? Eh bien, on peut retourner l'argument. Si la police n'a rien à se reprocher, pourquoi elle a peur d'être filmée? Non, mais on est une société d'égalité ou on n'est pas une société d'égalité? Voilà, donc ce qui est vrai pour les uns est vrai pour les autres. Effectivement, la France n'est pas en guerre contre sa police. S'il y a une faction de la police minoritaire qui fait voter des lois sécuritaires et de plus en plus répressives, je pense que le gouvernement, c'est de se tenir à carreau tout ça, de cette pression-là, etc. Bon, on sait que la police, c'est après certains, ce serait le dernier rempart à la chute peut-être de ce pouvoir. Bref, sur Darmanin, juste dire une chose, et pour conclure comme ça, Darmanin, c'est que ce qui est rigolo, c'est que, vous savez, ces accusatrices n'ont pas eu voix au chapitre. Hein, c'est pas vrai, circuler, il n'y a rien à voir, on dégage. Ces femmes n'ont pas pu être invitées aussi pour dire ce qu'il y a eu ou pas. Alors j'essaie de comparer. Tarek Ramadan, lui, a été montré du doigt et même ses accusatrices ont été médiatisées, montrées comme victimes systématiquement. Or, j'aimerais bien que peut-être qu'une des accusatrices de Darmanin, ne serait-ce que pour l'égalité, évidemment la présomption d'innocence est là, hein, mais présomption d'innocence veut peut-être dire aussi quelque part un peu présomption de culpabilité, un petit chouïa quoi. C'est pas bizarre, mais un petit chouïa quand même. Et donc, aucune de ces femmes n'a eu voix au chapitre, contrairement à Tarek Ramadan, où ça a été un matraquage permanent, où elles ont été médiatisées, etc. etc. La fin de l'histoire, vous la connaissez, tout ça n'a fait que pchit, comme disait le regretté président Jacques Chirac. J'aurais peut-être beaucoup oublié de choses dans cette vidéo, donc abonnez-vous, évidemment, partagez, mettez un pouce, faites vos commentaires. Je remercie mais vraiment tout le monde, j'ai pas les noms, j'avais prévu une liste de noms à remercier, toutes et toutes. Je vous promets à chaque fois de faire des réponses, je les ferai effectivement en temps utile. Je vous remercie infiniment, toutes et tous, de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, effectivement ça me fait immensément plaisir. Merci.